Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, du lundi au vendredi à 17h, si vous nous suivez en direct pour la grande édition sur Bismart TV. Le lundi à la mi-journée également pour bien démarrer la semaine. Des émissions que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition de la mi-journée du lundi, un mois de mai qui a plutôt bien démarré, c'est le moins qu'on puisse dire pour les actifs risqués, notamment pour les grands marché actions. Est-ce que, contrairement à ce que nous indique le dicton saisonnier de vendre en mai, est-ce qu'on est dans un mois de mai particulier de ce point de vue-là, où il faudrait plutôt être acheteur de risques, acheteur d'actifs risqués? En tout cas, les 2 premières semaines l'ont démontré avec des indices actions qui ont renoué avec leur sommet historique en Europe, quasiment, aux États-Unis également, sur fond de légère détente des rendements obligataires. Que peut-on dire de ce schéma de marché qui s'est mis en place depuis quelques jours, une paire de semaines? Nous en parlerons avec les équipes de Carmignac, et c'est Kevin Tauzet qui sera avec nous en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac, durant cette demi-heure d'émission, au démarrage d'une semaine qui sera marquée par des chiffres d'inflation clés. Pour comprendre un peu plus la dynamique des prix aux États-Unis, nous aurons dans l'ordre l'indice des prix à la production aux États-Unis pour le mois d'avril qui sera publié demain, avant l'indice des prix à la consommation, le CPI, prévu ce mercredi. Et au milieu de tout ça, Jérôme Powell qui s'exprimera demain après la publication du PPI et avant la publication de l'inflation américaine. Jérôme Powell qui sera amené à sans doute apporter peut-être quelques éléments supplémentaires sur la stratégie de la Réserve fédérale américaine, alors qu'on a vu quand même renaître quelques anticipations de baisse de taux côté américain après la publication des derniers chiffres d'emploi le 3 mai dernier pour le mois d'avril. Et puis, comme chaque lundi, notre quart d'heure américain nous amènera à parler justement de ce chiffre clé d'inflation qui sera publié cette semaine. Est-ce qu'il y a un risque à nouveau de déception, comme on a pu le voir sur les 3 précédentes publications? Pierre-Yves Dugas nous apportera son analyse. Et puis, nous évoquerons l'aspect politique, géopolitique et la relation entre les États-Unis et Israël, à travers notamment le mouvement qui s'est développé ces dernières semaines dans les grands campus universitaires américains. Mais d'abord, quelques commentaires et un peu plus même sur la situation des marchés globaux, des marchés financiers. Kevin Tauzet est à mes côtés en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour. Je crois que vous avez fait d'ailleurs le travail, une conférence de presse qui est prévue cette semaine chez Carmignac pour détailler un petit peu les points clés des enjeux de marché du second semestre. Alors on parle de dilemme, on parle de divergence, on parle de débat. À ce titre-là, que vous inspire le schéma de marché qu'on observe depuis une paire de semaines, comme je le disais, schéma de marché très positif pour les indices actions sur fond de petites détentes obligataires, alors qu'on a vu au premier trimestre plutôt un regain de tension obligataire qui avait été le marqueur justement de ce début d'année 2024. Oui, c'est vrai que si on regarde les 5 premiers mois de l'année, ce qu'on a vu, c'était plutôt une économie américaine qui surprenait à la hausse, tant sur le front de la croissance que sur le front de l'inflation. Et depuis 2 semaines, donc depuis le début de ce mois de mai, les choses sont en train d'évoluer, le narratif de marché aussi. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'on voit un marché de l'emploi qui est moins tendu. On a des demandes d'emploi qui sont de l'ordre de 230 000 sur la semaine dernière. C'est à peu près le niveau d'équilibre. C'est-à-dire que c'est le niveau à partir duquel, si on le dépasse, on voit un taux de chômage remonter. Alors, il y a peut-être des effets saisonniers, des ajustements saisonniers aussi. Il faudra sans doute attendre quelques semaines pour être conforté dans cette vue-là. Mais on a là aussi d'autres indicateurs. On a eu des indicateurs sur la santé ou le sentiment du consommateur aux États-Unis, là aussi, qui montrent certains signes d'essoufflement, les intentions de création d'emplois aussi dans des plus petites entreprises qui se détériorent. Donc là, on commence à voir des signes d'essoufflement de l'économie américaine, alors qui continue de croître à un niveau élevé. Si on regarde des indicateurs coïncidents, autour de 4%, ça fait beaucoup, mais il ne faut pas croire que l'économie américaine va croître indéfiniment à 2 fois le niveau de son potentiel. Alors ça, c'est ce qu'on voit aux États-Unis. En Europe, on voit plutôt le mouvement inverse, c'est intéressant. On voit notamment une économie européenne qui se comporte
Plutôt mieux. Hein. Alors, on part d'un niveau le dire. assez bas, mais elle se comporte, elle se comporte mieux. Oui. C'est ce qu'on tend à voir dans les indices de surprise économique aussi. Hein. On a moins de déceptions en Europe qu'on peut en avoir aux États-Unis. Et quand on met tout ça bout à bout, on se retrouve dans un schéma de marché qui tend à être celui des mauvaises nouvelles sur le front économique. C'est plutôt une bonne nouvelle sur le front des marchés financiers. Et c'est typiquement ce qu'on voit depuis quelques semaines. Pourquoi ? Parce que on a les taux réels qui sont élevés, hein, particulièrement plus de 2% aux États-Unis, c'est ça, 2,25 quasiment aux États-Unis. Hein. Et puis on a eu quelques éclaircissements sur la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine, qu'elle regarde l'inflation, mais elle regarde l'emploi, elle choisira ce qu'elle préférera utiliser. Donc c'était plutôt l'inflation fin d'année dernière, là c'est plutôt l'emploi, semble-t-il. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fameux put des banques centrales est de retour, et donc on peut avoir ce narratif de marché qui se remet en place. Sur le très court terme, c'est intéressant parce que Jérôme Powell va s'exprimer après le rapport mensuel sur l'emploi qui a été un des premiers à apporter effectivement ces évidences d'une détente quand même du marché du travail. Et avant le prochain chiffre d'inflation aux États-Unis, rapport qui sera relatif au mois d'avril, après 3 mois de surprise à la hausse sur l'inflation. Est-ce qu'il y a encore ce risque-là sur l'inflation américaine ? Est-ce que c'est encore le driver que suivent les marchés, ou est-ce qu'effectivement le côté dégradation ou détente de l'activité économique est suffisant aujourd'hui pour les investisseurs ? Alors oui, sur le chiffre d'inflation, ce qu'on a vu depuis ce fameux pivot de M. Powell en fin d'année 2023, c'était quand même, on a même vu une réaccélération de l'inflation, de l'inflation cœur. Là, ce qui est attendu pour mercredi, c'est une inflation plutôt en léger retrait par rapport à ce qu'elle était le mois précédent, lors de 10 points de base en deçà de la dernière publication. Il est quand même intéressant de voir qu'avant ce chiffre des indices des prix à la consommation, il y a des indices des prix à la production qui seront publiés demain, et eux, ils ne sont pas attendus en retrait par rapport au mois précédent, mais en réaccélération. Et ça, je crois que c'est sans doute des économistes, un consensus de marché qui sont optimistes, ou un petit peu optimistes, sur le volet des loyers, qui représente à peu près un tiers du CPI. Du CPI, des chiffres... La partie logement au global. Exactement. Ouais. Et là, je crois qu'il y a peut-être un raccourci qui a été fait, parce que c'est vrai qu'une grosse partie de la désinflation, et notamment dans les services, s'est faite grâce à une immigration particulièrement importante aux États-Unis, plus de 3 millions d'immigrants sur les 12 derniers mois, et plutôt en moyenne autour de 1 million sur une année calendaire. Donc ça a aidé à la désinflation des services, mais cette inflation-là, elle se retrouve quelque part, et sans doute qu'elle se retrouve potentiellement dans les loyers, parce qu'il faut bien les loger, ces immigrants. Bien sûr. Mais vous dites à ce stade, il ne faut pas perdre de vue quand même qu'il y a une forme d'asymétrie dans la fonction de réaction de la Fed. Il y a encore quelques semaines, le débat c'était: est-ce que la Fed ne va pas monter ses taux face à une inflation, une résurgence d'inflation qui serait peut-être plus durable dans le temps que ce qu'on pouvait imaginer ? Vous dites, attention, le marché du travail, la détente du marché du travail, c'est quand même un élément clé, un paramètre clé pour la Fed, et elle sera très attentive à ça, et elle n'hésitera pas à réagir assez vite par rapport à une dégradation trop importante peut-être du marché du travail américain. C'est ça, et je crois que le marché l'a bien compris, c'est-à-dire que quand vous on a vu renaître un peu des anticipations de baisse de taux quand même. Exactement, et c'est que là aussi, la fonction de réaction de la Réserve fédérale, elle est double. Elle a ce mandat sur l'inflation, mais aussi sur le front de l'emploi. Alors là, si on projette dans une année électorale, si on regarde certains candidats, on va dire, les plus non-orthodoxes ou les moins orthodoxes qui pourraient prendre la suite de M. Powell si on avait le candidat Trump qui était élu, sans doute que l'indépendance de la Réserve fédérale en tant qu'institution passera ou devra passer par l'élection de M. Biden. Alors on ne va pas dire que la politique interfère dans la politique de banque centrale, ça peut, mais c'est une possibilité. Oui, bien sûr. Et je crois que là aussi, le marché l'a quand même bien analysé, c'est-à-dire qu'il y a bien cette double grille de lecture-là, en tout cas ces deux leviers-là, et l'emploi et l'inflation. Est-ce que ça veut dire que s'il y a une divergence, effectivement, en termes de trajectoire économique, en termes de trajectoire de politique monétaire entre les États-Unis et la zone euro notamment, Kevin, est-ce que ça veut dire que cette divergence sera peut-être un peu moins forte que ce qu'on pouvait imaginer encore au moment le plus exacerbé, il y a quelques semaines en arrière ? Ben oui, je crois. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est un vrai rattrapage de l'Europe. On le voit sur les marchés d'actions, on le voit dans les chiffres économiques aussi. Le consensus est en retard sur l'Europe aujourd'hui, sur le plan macro, par exemple, on peut imaginer ça ? Oui, je crois. C'est-à-dire que là aussi, il y a
un potentiel de voir l'économie européenne s'en sortir mieux. On l'a vu aussi dans la saison de résultats, c'est-à-dire que c'est moins pire, en tout cas, c'est pas aussi mauvais que ce qu'on pouvait le craindre. Alors on a une saison des résultats qui était absolument phénoménale, très très bonne aux États-Unis, mais aussi en Europe, alors qu'on craignait le pire. Donc ça, c'est sur le front de cette divergence en termes de trajectoire économique. C'est peut-être pas si divergent. C'est-à-dire qu'on pourra avoir ce rebond synchrone. Alors, si en plus la Chine se met à relancer davantage, là, on aura tous les feux qui seront verts. Et en termes de politique monétaire aussi, on s'attend encore à ce qu'il y ait quand même une forme de divergence. C'est-à-dire que nos anticipations, c'est bien que la Banque Centrale Européenne baisse ses taux d'intérêt dès le mois de juin. Je crois qu'elle a été assez claire sur le sujet. Pour la Réserve fédérale américaine, ça viendra sans doute plutôt en fin d'année, et a priori après les élections. Exactement. Mais voilà, il y a quand même, je crois, ce potentiel de rattrapage-là. D'ailleurs, on le voit dans les flux, notamment. C'est-à-dire que ça aussi, ça tourne depuis quelques semaines. Exactement. Donc on le voit, ça fait 2 semaines qu'on a des flux nets qui sont positifs sur les marchés d'actions européens. Et ça fait du bien. Ça faisait 17 semaines qu'on n'avait pas vu ça. Donc sans doute que la surperformance, la bonne performance, voire la surperformance pour certains d'entre eux des marchés d'actions européens attire l'œil. Le fait que la trajectoire de croissance économique sera peut-être meilleure en Europe et aux États-Unis, on l'a dit, il y a peut-être un début d'essoufflement, ça peut aider ces actifs européens. Si on regarde sous le capot, c'est vrai sur les grands indices, c'est vrai dans le secteur des banques également. Ouais. Secteur des banques qui est quoi ? Qui est en pointe dans l'attractivité des marchés européens pour des investisseurs étrangers en dollars, par exemple, aujourd'hui, Kevin ? Sans doute. Et puis, quitte à faire de l'Europe, autant aller faire les banques européennes. Il y a un peu de ça. Il y a peut-être un peu de ça. Il y a aussi sans doute un effet momentum, c'est-à-dire qu'on a une trajectoire sur les actions bancaires qui a été extrêmement bonne. Et cette année, et l'année dernière, et l'année d'avant, et l'année d'avant. Ça, depuis 2021 que ça dure. Et puis, relativement parlant, là aussi, le secteur bancaire américain, il a soulevé beaucoup de questions il y a un peu plus d'un an de cela. On voit l'intérêt d'avoir un secteur bancaire peut-être un peu plus sain, un peu plus régulé, mais un peu plus sain en Europe également. Et puis extrêmement bien valorisé, il faut le dire aussi. L'intérêt de la valorisation peut jouer un rôle là-dedans. Si on regarde des ratios prix sur résultats futurs, on doit être à quoi ? À 7 fois. Bon, il y a quand même beaucoup de place. Et puis sur d'autres indicateurs de valorisation, comme par exemple le price to book, par rapport à le prix des actions par rapport à la valeur comptable, on était sur des niveaux qui étaient très faibles, entre 0,5 et 0,7, parce qu'on était dans un environnement de taux zéro. On en est sorti, et ce mouvement-là, il a quand même été, je crois, bien enclenché. Il y a encore un petit peu de chemin à faire, on n'est pas encore à 1. Non. Donc on peut y aller, je crois. Et donc ça, sans doute... Un vrai rating structurel, là, peut-être, pour ce secteur bancaire en Europe. Ça veut dire qu'on a des flux qui peuvent se réallouer sur les marchés d'actions européens. Je crois, dans un terme d'allocation d'actifs, ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on aime bien voir dans un portefeuille sur les marchés d'actions, c'est des actions de qualité, de la visibilité. On a parlé de cette potentiellement moins bonne conjoncture américaine, en tout cas... Décélération. Pour l'instant, graduelle. on va parler de décélération. On verra jusqu'où cette décélération nous amène, effectivement. Mais donc, dans cet environnement-là, des baisses de taux d'intérêt, en tout cas, on peut passer le pic du durcissement, en tout cas, de la perspective de voir une réserve fédérale très dure aux États-Unis. Ça peut aider ces actifs qui tendent à être un peu plus chèrement valorisés. Et puis de l'autre, ce qu'on appelle un barbell, donc les deux bouts de la chaîne, avoir des actifs un peu plus cycliques. Ça peut s'exprimer avec des bancaires européennes, avec des marchés d'actions émergentes également. Je rappelle, vous parliez de la book value des banques en Europe, 0,5, 0,6 fois. Je prends l'extrême inverse, mais une banque comme JP Morgan, plus grande banque du monde, ça se paye quasiment 2 fois la valeur des actifs tangibles, pour donner le repère à l'inverse de ce qui peut se faire aux États-Unis pour la valorisation du secteur bancaire. Un mot de la Chine. Est-ce qu'il est temps de rehausser peut-être un petit peu ses anticipations sur la Chine, avec déjà des marchés qui ont marqué un point bas fin janvier pour les actions chinoises, et qui deviennent même peut-être des indices leaders, en tout cas sur les semaines écoulées aujourd'hui, Kevin. Alors si on fait la photo depuis le début de cette année, c'est clairement le cas, même sans prendre le point bas de fin janvier. Depuis, on a des marchés d'actions chinois qui sont en hausse de plus de 20%. Il
il faut le souligner. Alors c'est vrai que voilà, on a parlé du changement de narratif sur le front de la croissance, sur le front de la trajectoire des banques centrales, de l'inflation potentiellement. S'il y a un narratif qui ne change pas, c'est celui des tensions, conflit, des tensions sino-américaines. bien sûr. Donc ça, on a quand même toujours cette épée de Damoclès là qui perdure. Que ce soit le candidat Biden ou le candidat Trump, je ne crois pas que ça change grand-chose, en tout cas sur ce narratif ou sur ces tensions-là. Par contre, ce que ça veut dire que quand même, on a des autorités chinoises qui relancent. Elles ont annoncé, confirmé que d'ici la fin de la semaine, elles allaient émettre de façon significative. C'est l'autorité centrale qui va émettre des obligations. C'est des montants qui sont importants. Alors voilà, si on veut faire donner des grands chiffres, 1 trilliard de yuan, quand même 140 milliards de dollars. Ça fait entre 0,5 et 1 point de pourcentage du PIB en fonction de l'effet multiplicateur qu'on met en face de ça. C'est absolument conséquent. C'est pas neutre. Et puis, il faut quand même, là aussi, garder une forme d'ancrage. C'est bien les valorisations, c'est-à-dire que ces marchés d'actions chinois, en dépit de cette hausse-là, ils traitent sur des niveaux qui sont quand même particulièrement bas. Alors on a un peu remonté des 8 fois en termes de prix sur résultats futurs, mais bon, on est à 10 fois, c'est quand même extrêmement bas, extrêmement faible. Donc si je combine à ça des valorisations qui sont assez faibles, les perspectives de voir une croissance, somme toute, autour de 5% en termes de croissance du PIB, ça se regarde. On sent qu'il y a plus d'investisseurs confortables avec cette idée-là aujourd'hui, même si ça peut rester une idée simplement tactique, mais il y a un peu plus de confort. Et puis après, je crois que la Chine, c'est devenu l'Eldorado du sélectionneur de valeur, parce que c'est quand même le deuxième marché d'action au monde, et il y a une divergence des portefeuilles qui sont des performances qui sont absolument colossales. C'est-à-dire que si je regarde dans un indice d'actions chinois, qui est à peu près on dirait MSCI China, qui a à peu près le même nombre de valeurs qu'un indice de grandes actions américaines. On a un tiers de ces valeurs-là qui sont en hausse, et fortement en hausse, sur les 12 derniers mois. Donc on peut clairement aller... C'est moins un call macro qu'un call stock spécifique faire son marché, et on voit quand même beaucoup de facteurs qui se mettent en place, des facteurs un peu plus techniques. On a des rachats d'actions, on a des entreprises qui traitent en dessous de la valeur du cash qu'ils ont au bilan. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire sur ces marchés d'actions chinoises. Merci beaucoup Kevin. Merci pour votre éclairage sur la situation des marchés à ce milieu du mois de mai, et ce virage peut-être qui a été pris par les investisseurs depuis quelques semaines maintenant. Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, avec nous en plateau dans Smart Bourse. Pierre-Yves Dugas avec nous, notre correspondant américain chaque lundi pour passer en revue quelques éléments importants de l'actualité américaine, du côté de l'économie, du côté de la politique également. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous. L'économie cette semaine, ce sera la publication de l'inflation aux États-Unis pour le mois d'avril, le fameux CPI. On a derrière nous 3 publications sur les 3 mois précédents qui ont été plutôt des déceptions, dans le sens où l'inflation a montré une forme de résurgence et était ressortie au-delà des attentes des analystes et des observateurs. Que peut-on attendre de cette publication et ce rapport d'inflation qui sera publié ce mercredi pour le mois d'avril, Pierre-Yves? J'ai beaucoup aimé, Grégoire, la manière dont Lori Logan, présidente de la Réserve fédérale de Dallas, a présenté les choses sur cette mauvaise surprise de 3 mois consécutifs de CPI à plus 0,4. Elle a dit, bon, s'il y a un élément saisonnier qui intervient pour expliquer cette performance excessive de l'inflation, très bien, ça veut dire que les choses vont se calmer en avril, mai, juin. Mais ça veut dire aussi que la désinflation spectaculaire observée en 2023 était probablement surestimée. On ne peut pas gagner sur les 2 tableaux. S'il y a un événement saisonnier, c'est qu'en fait, dans le rétroviseur, on avait probablement exagéré la bonne nouvelle. Il faudrait qu'on fasse en dessous de 0,4. Je rappelle quelques chiffres. Bien évidemment, 2% à peu près. C'est l'objectif de moyen terme de retour de l'inflation de la Banque centrale américaine. Mais on a quand même, au cours des 12 derniers mois, 5,3% d'inflation dans les services aux États-Unis. On est très loin de 2%. Les services, ça représente 57% du CPI, de l'indice des prix à la consommation, dans une économie américaine où les services représentent plus de 70%.
Alors, est-ce qu'on est dans un plateau de désinflation après avoir une belle performance de désinflation en 2023, ou est-ce que c'est le début de quelque chose de plus compliqué? Alors, se pose la question, quand on décortique ce qu'il y a derrière ces indices, l'énorme éléphant au milieu de la salle à manger, qui est l'estimation du coût du logement. Le logement, c'est un tiers du CPI, ça n'est qu'un sixième de l'autre indice de mesure de l'inflation, celui qui est, semble-t-il, l'indice préféré par la Réserve fédérale, l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation. Un tiers. Alors, la théorie, c'est quoi? La théorie, les circonstances atténuantes, l'excuse donnée par la presse américaine, qui est très très pro-Powell maintenant, et très pro-Biden, bien entendu, c'est de dire non, vous allez voir, on accorde une importance excessive au coût du logement dans le CPI, les choses vont se normaliser parce que les nouveaux contrats de location, les nouveaux baux qui sont négociés avec des taux de progression bien plus lents, et il faut que tout ça se répercute. Alors c'est vrai, ça fait 1 an et demi qu'on nous annonce que ça va se répercuter, et pour l'instant, oui, les loyers se calment, mais ils ne se calment pas aussi vite et ne se calment pas autant que prévu. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, on vient d'en parler, il y a l'immigration, tous ces nouveaux immigrants, qu'ils soient légaux ou non, sont en âge de travailler, et quoi qu'en dise Donald Trump, viennent plutôt pour travailler. Ils ont besoin de se loger. Et comme ils n'accèdent pas à la propriété dès les premières semaines, ils ont besoin d'accès au logement locatif. La demande de logement locatif a progressé bien plus que prévu au cours des 3 dernières années. Premier point. Deuxième point, l'énorme augmentation des taux hypothécaires, en particulier des taux à 30 ans, fait que les primo-accédants, plus que jamais, sont écartés du marché, donc ils restent dans leur logement locatif, ils ne le libèrent pas, et ceux qui forment de nouveaux ménages cherchent eux aussi à louer. Donc la demande de location est plus élevée que prévu. Et puis, il y a les vieux, comme votre serviteur, qui constatent que, bien qu'ils aient une hypothèque à 20 ans, à taux fixe, la mensualité qu'ils doivent payer à leur banque tous les mois a considérablement augmenté depuis 2 ans. Comment cela est-il possible? Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, la plupart des propriétaires de logements, comme moi, font un versement mensuel qui comprend les intérêts, le principal, mais aussi, mensualisé, l'assurance et la taxe foncière. Et tout ça fait un seul versement mensuel. Si vous avez emprunté comme moi à taux fixe, vous n'avez pas à vous inquiéter, les montants du principal et de l'intérêt sont connus à l'avance pour toute la durée du prêt. En revanche, nous avons une explosion des coûts de l'assurance, plus 15% en ce qui me concerne il y a 2 ans, plus 15% de nouveau l'année dernière, et à cela s'ajoute une augmentation de la taxe foncière parce que, comme beaucoup de gens qui habitent dans des quartiers à peu près corrects, les démocrates locaux sont persuadés qu'il faut faire exploser les taxes locales pour financer les pauvres. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les classes moyennes qui habitent dans des quartiers corrects sont en fait soumises à une forme de taxation de leur patrimoine au niveau local, qui n'existe pas au niveau fédéral, mais qui ressemble un petit peu d'un point de vue idéologique à ce que l'on veut pratiquer en France et à l'impôt sur la fortune. Et du coup, vous avez des tas de baby boomers qui ont vu s'envoler de 20-30% leur échéance mensuelle. Qu'est-ce qui se passe? 1, ils vont consommer moins. 2, ils sont de très mauvaise humeur. Ça se ressent probablement dans leurs intentions de vote. Surtout quand le président Biden, qui cherche à se faire réélire, leur dit depuis 1 an et demi, ne vous inquiétez pas, l'économie va très bien, l'inflation ralentit. Non, elle ne ralentit pas. Nous constatons quotidiennement que les prix augmentent de manière spectaculaire, pas simplement sur les produits alimentaires, qui ne baissent pas, quoi qu'on en dise, mais qui augmentent spectaculairement sur des choses incontournables qui sont des points centraux de nos budgets mensuels, à savoir le logement. Donc ça, c'est un problème qui se répercute sur la mesure de l'inflation, sur la propension à consommer, sur l'humeur des Américains, et qui complique la manière dont la Réserve fédérale doit lire
les anticipations inflationnistes. Un dernier point, si je peux, Grégoire, sur les anticipations inflationnistes. Les sondages de la Réserve fédérale de New York nous ont montré il y a quelques jours qu'elle progressait légèrement. Ce n'est pas bon signe. Il y a 6 mois, il était très difficile de trouver un certificat de dépôt, c'est-à-dire de bloquer de l'argent à la banque pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans, à plus de 2 ou 3%. Maintenant, vous pouvez trouver un certificat de dépôt à 5,40, 5,50 sur 12 mois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, les marges des banques sont en train de baisser parce que pour rémunérer leurs déposants, elles sont obligées de payer plus, ce qui explique les inquiétudes sur les valorisations boursières des banques. Mais ça veut dire aussi que les anticipations inflationnistes des épargnants ont augmenté et qu'ils ne veulent plus se satisfaire d'un taux de rémunération de 2% dans un environnement où l'inflation de leur vécu est nettement supérieure à 5%. Bon, on verra quelle place l'économie jouera-t-elle dans, effectivement, alors dans la campagne, ça, il n'y a pas de doute, mais dans le résultat, effectivement, de l'élection présidentielle, en référence à It's the Economy Stupid, un classique. Est-ce qu'on en est toujours là ou est-ce que la part politique, géopolitique, va prendre de plus en plus d'importance? Il nous reste à peine une paire de minutes, Pierre-Yves, mais comment est-ce que vous voyez évoluer la relation entre États-Unis et Israël ? Et comment est-ce que cette relation va avoir un impact dans la campagne présidentielle et quel est l'enjeu pour un Joe Biden aujourd'hui notamment ? Je crois que la communauté juive aux États-Unis, qui est extrêmement diverse et qui ne peut pas se résumer simplement à une intention de vote, est absolument déchirée de voir ce qui se passe à Gaza. Et que l'unanimité du début octobre s'est considérablement délitée. Joe Biden va probablement souffrir de moindre taux de participation de toute cette constituency, de tout cet élément, de tout ce socle dur de l'électorat démocrate qui est le vote juif américain. Dans l'ensemble, les Américains juifs votent démocrates. C'est une tradition qui remonte aux années 30. Je ne les vois pas voter tout d'un coup pour Donald Trump, certains d'entre eux peut-être, mais je pense qu'au niveau de la participation, et à cela s'ajoute chez les jeunes qui sont très mobilisés, notamment sur les campus universitaires, les intentions de vote des jeunes pour Joe Biden seront affectées par la manière dont les États-Unis cherchent une voie moyenne de soutien à Israël, et en particulier pour qu'Israël se défende contre l'Iran, mais qui ne peut plus accepter la manière dont Israël est en train d'écraser le Hamas et les populations civiles dans la bande de Gaza. Le mouvement dans les campus, les manifestations dans les campus américains, c'est quelque chose qui va marquer cette élection, j'allais dire, jusqu'au moment du scrutin, Pierre-Yves ? C'est quelque chose qui est exploité par les républicains de manière assez malhonnête, mais de cette bonne guerre, on est en campagne électorale, parce qu'ils veulent faire le rapprochement avec 1968 et le soulèvement des Américains contre la guerre du Vietnam. Il y a une énorme différence, bien évidemment, par rapport à 1968. D'abord parce qu'il n'y a pas d'Américains qui combattent à Gaza. Ensuite, il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas de draft. Personne ne va, dans les campus universitaires, ne craint d'être enrôlé de force sous les drapeaux pour aller combattre au Moyen-Orient. Il y a une forte réaction émotionnelle de la part d'une jeunesse qui est, on va dire, fortement influencée par les valeurs qu'on leur enseigne dans les universités américaines et qui sont des valeurs, on le sait, qui sont des valeurs très différentes de celles du lobby américain traditionnel qui soutient Israël quoi qu'il arrive. Et cette situation est compliquée. Les appels au boycott vont peut-être poser problème à certaines sociétés. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé en France. Il y a des sociétés françaises qui sont directement concernées par les appels au boycott qui sont proclamés sur le campus de Columbia, et de Harvard et de MIT. AXA, Carrefour, Orange en particulier, sont en première ligne accusés de travailler étroitement avec les autorités israéliennes. Merci beaucoup Pierre-Yves, merci pour votre éclairage hebdomadaire sur l'actualité économique et politique américaine. Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, quart d'heure américain, que vous retrouvez évidemment en replay et en podcast.